Gabriel. Bonjour. Bienvenue pour cette interview dans le cadre du SLPJ. Et aujourd'hui, on va parler de ton livre L'âme vive, qui a été sélectionné pour le PLIB. Donc félicitations déjà. Merci. Qu'est-ce que ça te fait que ton livre ait été sélectionné parmi ces 20? Déjà, c'est une surprise. Comme j'avais remporté la première édition du PLIB, je me disais que les gens en auraient un peu marre de moi et que je serais sans doute pas dans la sélection finale. Donc j'étais très content que les lectrices et les lecteurs me redonnent une chance. Voilà. Ok. Alors du coup, on va parler un petit peu du livre sans spoiler, comme ça tout le monde aura envie de le lire. Je vais parler un petit peu des Sœurs Carmine, puisque effectivement tu avais gagné grâce aux Sœurs Carmine. Le ton était vraiment très léger, très humoristique, et ça abordait des thématiques parfois un peu dures, mais toujours avec ce ton très humoristique. Pour L'âme vive, on est dans quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Pourquoi est-ce que tu avais envie de changer de ton? Est-ce que c'était vraiment une volonté ou... Alors déjà, les Sœurs Carmine sont traitées sur le ton de l'humour, mais ça reste quand même un univers assez glauque, donc on peut facilement s'y tromper. Pour L'âme vive, l'univers est vrai, il est vrai un peu plus glauque également, mais c'était pas une volonté particulière de faire quelque chose de plus dur que les Sœurs Carmine, c'était plutôt de changer de registre dans la façon de raconter un univers dur. Donc c'était davantage un exercice dans la narration et dans le style que dans le ton du texte, véritablement. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter en fait en quelques mots l'histoire de L'âme vive, sans spoiler, mais en essayant de nous donner envie? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de résumer un peu l'histoire qui précède les événements du roman. Donc, on est sur un univers, un monde qui a connu une apocalypse écologique. Donc, on est des années, même des siècles après que l'océan se soit transformé en pétrole, la neige est devenue toxique, quasiment toutes les terres se sont désertifiées. Et donc, les civilisations sont tombées. Et un peuple nommé les Ahati s'est relevé de ses cendres après cet apocalypse et a recréé une civilisation dans le désert. Seulement, dans ce peuple, à peu près une personne, un individu sur 10 000 était doué d'un don qui s'appelle le don d'empathie et qui est nommé ainsi de façon assez ironique puisque c'est quelque chose de beaucoup moins sympathique qu'il n'y paraît. En fait, c'est une personne douée de ce don, donc un empathe, si elle touche la peau, si elle est en contact avec la peau d'une autre personne, est capable de sentir ses émotions, de les comprendre, d'entrer dans ses souvenirs, de les voir et d'y vivre comme si elle était un peu un spectateur d'une télévision dans ses souvenirs, et surtout de pouvoir modifier au stade le plus avancé de son don, de pouvoir modifier les sentiments en fait, des personnes qu'elle touche et par exemple de transformer la haine en amour ou vice-versa. Et bien sûr, ces individus, donc les empathes, ont fait ce que tout individu doué de tels pouvoirs aurait fait, c'est-à-dire qu'ils ont transformé les gens qui n'avaient pas ce don en esclaves. En fait, ils ont modifié leurs sentiments de façon à créer une société où ils étaient eux-mêmes tout en haut, à la caste la plus haute, une société de caste très très bien divisée, où ils ont réussi à devenir les tyrans en fait, des différentes cités de la civilisation qui avait été recréée. À la suite de ça, la caste la plus basse, qui appartient à un autre peuple qui est physiquement différent des Hatti, qui s'appelle donc les Mouédins, se sont en fait extirpés des villes qui étaient sous le contrôle des tyrans et sont allés, quitte à en mourir de faim, se perdre dans des montagnes très inhospitalières où ils ont fondé un village. Et quelques années plus tard, une météorite est tombée sur ce village. Et au cœur de cette météorite, en fait, les Hatti ont découvert, les Mouédins ont découvert un métal liquide qui sont nommés le vif argent. Et ils se sont rendus compte qu'en touchant ce métal liquide, quand ils étaient à son contact, l'influence des empathes disparaissait totalement et même ils ne pouvaient plus être contrôlés par les empathes du moment qu'ils avaient un contact avec ce métal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils en ont fait des armes et ils sont allés faire la guerre aux empathes et suite à cette grande guerre, les Mouédins ont gagné et ils ont formé la République d'obédience sur le territoire qui était entièrement à l'origine contrôlée par les Hatti.
Seulement, cette république, c'est une république qui est un peu au sens antique du terme, c'est-à-dire que tous les citoyens ils sont libres et égaux, mais tout le monde n'est pas un citoyen dans la république, il y a encore beaucoup d'esclaves, ce qu'ils appellent des domestiques, et bien sûr ces esclaves sont les Atis, donc l'ancien peuple qui était les dominants. Donc voilà, c'est toute la situation qui se passe à peu près un siècle avant les événements qui sont relatés dans l'âme vive. Et dans l'âme vive, on va pouvoir découvrir 5 personnages qui en fait sont 5 adolescents ou jeunes adultes qui appartiennent à un peuple ou l'autre avec différents dons et différents statuts dans ces peuples. On va avoir par exemple 2 lames, donc griffes et sabre. Les lames, ce sont, comme le titre du roman l'indique, ce sont des enfants soldats en fait qui sont élevés uniquement pour le combat, qui n'apprennent rien d'autre, ils savent à peine lire, à peine écrire, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de nom, à part, normalement ils ont des numéros, mais eux ils se donnent les noms des armes qu'ils manient au combat. Et ces armes viennent du vif argent, encore une fois, qui est injecté directement dans leurs veines et qui va leur permettre non seulement de développer des dons de télépathie, mais aussi de le faire sortir à tout moment sous forme d'armes blanches avec lesquelles ils sont très doués pour le combat. Seulement, le pendant de cette injection de vif argent, c'est que les lames n'ont qu'une durée de vie très limitée parce que le métal les empoisonne de l'intérieur, comme du mercure, et ils meurent au bout d'une dizaine d'années au maximum. Et une fois qu'ils sont morts, la République, qui les utilise donc comme soldats pour traquer les derniers en pâte du monde, et les ennemis aussi de la République, de façon générale, prend leurs cadavres et les fait passer dans des centrifugeuses pour récupérer le vif argent et pour le réinjecter à d'autres enfants. Donc ça, c'est le côté un peu dystopique de l'univers. On va suivre également une des dernières empâtes, une renégate qui s'appelle Mina, qui elle vit dans la dernière cité des Atis libres, entre guillemets, qui est une cité golem. Alors les golems, ce sont des créations magico-technologiques de cet univers qui sont créées avec un autre métal qui s'appelle l'aurum, qui lui, contrairement au vif argent, a la capacité en fait de donner la vie à n'importe quelle matière inerte dans laquelle il est inséré. Donc la cité golem traverse l'océan noir, l'océan de pétrole, en permanence, et plein de bateaux sont accrochés à cette cité pour en fait être toujours en déplacement et éviter d'être retrouvés par des escouades de lames et détruites. Et cette jeune fille donc, qui est une des dernières empâtes, elle refuse d'utiliser son don parce qu'elle considère que tous les malheurs de son peuple et tous les malheurs du monde presque se sont produits à cause de ce don. Mais il s'avère que sa sœur jumelle a disparu depuis des années et qu'elle sait pertinemment que sa sœur est retenue prisonnière à obédience dans la ville elle-même et elle veut la retrouver. Et à la base de l'intrigue, Mina va découvrir Griff agonisant quelque part et elle va essayer de le convaincre de l'aider à retrouver sa sœur. Donc ça, ce sont, on va dire, l'enjeu, le cœur principal de l'intrigue, sur lequel va se greffer beaucoup d'autres personnages avec d'autres dons, d'autres pouvoirs et surtout d'autres idéologies et d'autres objectifs. Et bien sûr, tous ces personnages vont se croiser au cours de l'intrigue et avec plus ou moins d'étincelles suivant leur rencontre. Voilà. J'ai remarqué aussi que tu écris beaucoup de personnages féminins, ce qui n'est pas forcément peut-être facile quand on est un homme d'écrire des personnages féminins. Pourquoi est-ce que tu aimes écrire des personnages féminins et comment tu fais pour ne pas tomber dans un cliché? Alors, pour ne pas tomber dans un cliché, j'écris des personnages féminins comme j'écris des personnages masculins. En fait, je vois pas vraiment de différence à me poser dans l'écriture, donc c'est pas une réflexion particulière. Alors après, est-ce que je suis particulièrement légitime dans mon écriture pour faire ça ou pas? Sachant que je traite un sexe ou l'autre de la même façon, je pense que c'est la meilleure méthode à mon sens pour lisser les éventuels clichés que j'aurai en tête. Et pourquoi j'aime ça? J'ai pas vraiment d'explication particulière, comme je te dis, c'est parce que je traite mes personnages sur un pied d'égalité et parfois ils se prêtent mieux à mon idée d'avoir un personnage féminin plutôt qu'un personnage masculin. Et aussi
bon, il y a peut-être aussi une petite volonté de rehausser la parité dans les héros de littérature jeunesse du côté des femmes qui sont très sous-représentées normalement parmi les héroïnes. Je crois que ça tourne aux alentours de 70-30% pour les femmes et donc 70% de héros masculins. Donc voilà, c'est un rééquilibrage qui me semble logique et plutôt utile à faire. Ok. J'ai remarqué aussi que dans tes livres, la ville, ou en tout cas le lieu où se déroule l'action, est quasiment un personnage à part entière, puisqu'il y a vraiment une construction qui est assez similaire d'ailleurs entre les sœurs Carmine et l'âme vive, puisqu'il y a, c'est dans Grisaille, des familles influentes qui dirigent, et puis bon, ensuite les gens des bas quartiers, alors que là, pareil, dans l'âme vive, il y a des personnages influents, et puis les Hatti, qui sont pour le coup assez maltraités. Est-ce que tu as une volonté de faire quelque chose, en tout cas de donner une dimension un peu sociale à ton texte, ou est-ce que ça vient plutôt comme ça finalement? Oui, tout à fait. J'aime beaucoup la ville comme environnement, comme décor et puis aussi comme construction sociale. C'est très facile d'associer, on le voit, de l'urbanisme avec des problèmes sociaux. Dans la réalité, c'est déjà le cas. Et donc, dans la fiction que j'écris, j'aime beaucoup l'architecture et l'urbanisme. J'ai pas mal étudié ça quand j'étais plus jeune. Et oui, donc j'essaie de réutiliser ces objets urbains pour leur donner une couleur sociale très particulière. Bon, là, en l'occurrence, effectivement, dans l'âme vive, c'est non seulement la ville, mais aussi tout le territoire entier qui sert le propos de l'intrigue. Parce qu'au-delà de la division de la ville d'obédience elle-même, c'est aussi un territoire, une république entière qui est divisée en 4 strates. Et chacune de ces strates est basée sur un concept alchimique qui est un peu à l'origine de la création de cet univers. Donc il y a non seulement le côté social, avec le dominant-dominé, les Hatti et les Mouédins qui ont échangé leur place dans l'histoire en tant que maître et en tant qu'esclave, mais aussi tout le côté, le sous-texte alchimique de la construction de l'univers. Ok. Et du coup, justement, il y a aussi toute cette construction effectivement alchimique, enfin en tout cas une manière différente d'aborder le système entre guillemets de magie, ou en tout cas le système qui fait que c'est de la science-fiction. Quelles ont été tes influences et tes inspirations, peut-être littéraires ou filmesques, pour ce livre? Alors, en influence littéraire ou filmesque, peut-être Dune, qui est un univers assez proche dans le sens où c'est un désert avec différentes castes, différents peuples qui s'affrontent dans un contexte qui est de la science-fiction, mais aussi très mystique, une espèce de magie étrange liée qui est plus ou moins à la fois du côté de la science-fiction et du côté de la magie. Et après, pour les inspirations livresques, dans la narration, j'avais des choses beaucoup plus contemporaines dans le young adulte. Là, par exemple, des romans chorales comme Six of Crows, par exemple. Aussi un univers que j'avais plutôt bien aimé avec Une braise sous la cendre. C'est An Amber in the Ash en anglais, si je me souviens bien, qui était aussi un univers oriental. J'avais envie d'écrire sur l'Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, et c'est ce que j'ai essayé de réutiliser. Après, à l'origine du roman, mon idée principale, c'était un petit fait divers, enfin c'était une information que j'avais vue sur Wikipédia qui m'avait plutôt amusé, sur le fait que le fer, enfin le métal, est un métal d'origine extraterrestre sur Terre. On en trouve très peu de gisements naturels. Le fer vient des étoiles généralement. Après, le fer qu'on utilise est souvent un alliage d'autres minerais. Et donc le fer tellurique, le fer qui vient vraiment de la Terre, est extrêmement rare, et quasiment tout le fer est extraterrestre. En fait, il tombe des météorites et des comètes qui viennent s'écraser sur Terre. Donc c'était, sans en dévoiler trop, c'était à la source de l'inspiration du texte. D'accord. Ok. Du coup, pour terminer cette interview, ce que je vais te proposer, c'est de donner envie de lire ton livre et de le décrire en un seul mot, si tu peux. En un seul mot, je dirais complexe. faut aimer
faut aimer les textes qui ne sont pas donnés. Faut aimer construire sa propre réflexion par rapport au texte et pas être guidé dès le premier mot très facilement jusqu'à la fin. J'avais envie de... un chœur de personnages qui ont tous un parcours assez difficile, et j'avais envie que les lecteurs et les lectrices soient aussi amenés à être dans leur lecture sur ce même parcours un peu accidenté, un peu mystérieux. On n'est jamais... Bien sûr, tout est explicable et tout est expliqué. Il n'y a rien de caché, sauf les mystères qui seront révélés dans le tome 2. Mais le parcours lui-même demande un investissement de la part du lectorat que je trouve intéressant, parce que ça permet d'appréhender de façon beaucoup plus proche et beaucoup plus personnelle la construction du récit et le récit lui-même. Ok. Eh ben, merci beaucoup Ariel. Merci à toi.